manipuler l'idéal de mes hommes pour qu'ils participent à des complots contre, par exemple, contre la Syrie ou contre le Mali. Voilà. Parce que vous savez, quand on va dans un pays comme le Mali, quand la France intervient, fait une intervention dans un pays comme ça, soi-disant pour rétablir l'ordre et la stabilité, c'est pour déstabiliser le pays. Hein? On a un très bon exemple aussi avec le Rwanda. Et pourquoi? Tiens, je vais vous parler du Rwanda. Vous savez pourquoi? Parenthèse dans la parenthèse. Parce que le Rwanda, évidemment, le massacre des... vous savez, les Tutsis contre les Hutus, une minorité qui a commis un génocide sur une autre. Ça a été organisé par les services secrets occidentaux, la France en tête de liste. Après, il y a eu les pires exactions qui ont été commises, par exemple, lors de l'opération Turquoise, où des viols collectifs étaient organisés par les officiers supérieurs pour toutes les troupes, des viols collectifs de femmes réfugiées. Et quand on fait allusion, donc, au génocide rwandais, et je disais que la France était derrière, et plus que derrière, eh bien, il y a un nom qui ressort parmi d'autres, mais je vous parle donc d'un acteur clé, d'un officier, d'un haut gradé de l'armée française, qui a participé à cela. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est le général Lecointre. Rwanda en plein génocide, Côte d'Ivoire, Irak, Mali, le général François Lecointre est de toutes les opérations extérieures de la France. Qui est le nouveau chef d'état-major des armées. Hein, je referme la parenthèse. Voilà. Donc, je vous disais, le général de Villiers, qui est allé ouvrir sa gueule dans une commission parlementaire pour dire ce qu'il avait sur le cœur, a juste s'est fait passer pour un rebelle, si vous voulez, vis-à-vis de l'opinion publique. Et toute la presse a, en fin de compte, a participé plus qu'activement. La presse est le moteur de la manipulation de l'opinion publique pour nous mettre en scène cet incident comme étant celui d'un général rebelle qui s'oppose au vilain, à la vilaine marionnette du CAC 40, hein, du monde de la finance et des Illuminati et tout ce que vous voulez. C'est une mise en scène absolue. Et je disais donc, c'est quand même important de relever au passage que le grief entre Macron et De Villiers, c'est une histoire de gros sous. Hein. Un coup de machette qui a été fait dans le budget, qui correspond, par exemple, plus ou moins au coût des théâtres d'opérations extérieures sur lesquels la France est engagée. Et non un problème fondamental, comme la profonde corruption et compromission des armées. Ni la mise en insécurité de la France à travers ça. Donc l'incident, il arrive au niveau de l'opinion publique, mais arrêt sur image. On part d'une commission en huis clos, une commission parlementaire en huis clos. Pourquoi est-ce que c'est arrivé le lendemain dans la presse? Ah oui, il y a eu des fuites avec un député qui a parlé. Non, il n'y a pas de fuite, ça ne se passe pas comme ça. Pour commencer, tous les députés sont francs-macs, sont francs-maçons, et ils sont tous donc soumis à la stricte observance du secret. Okay? Donc, si c'est arrivé dans la presse, c'est qu'il s'agit d'une mise en scène, d'une manipulation. Et on voit bien, après, maintenant que je commence à vous le dire, vous allez vous repasser le film, on voit bien que tout le reste a été une mise en scène, a été monté en épingle, avec des commentaires sur ce qu'a répondu le lendemain ou le surlendemain, non, je crois que c'était le lendemain, Macron lors de son discours aux armées. Mais faites, là encore, un petit zoom sur le discours aux armées de Macron. Moi, je l'ai réécouté plusieurs fois. Oui, il a dit une ou deux phrases très maladroites, comme, et je veux dire, il fallait même pas s'attarder dessus. On sait qu'on a affaire à un détraqué, complexé jusqu'à l'os. Il n'y avait même pas à relever, quoi. C'est pitoyable, et c'est tout. Mais on vous montre ça. Et attention, une phrase malheureuse. Une phrase malheureuse, une grosse maladresse. Encore un petit arrêt sur image. Alors, le Macron, c'est un pantin, une marionnette, avec Attali, Rothschild et toute la bande derrière, dont les discours sont préparés, ou c'est un mec qui a toutes les commandes et qui donc peut commettre des maladresses de ce type. Comme par exemple de vous balancer en pleine gueule, vous êtes des riens. Non. Quand il dit ici, par exemple, on croise des gens qui ont réussi et ceux qui ne sont rien,
cette tirade qui est devenue très célèbre déjà, elle fait partie d'une mise en scène pour le rendre impopulaire. Ça fait partie du but du jeu. Donc quand vous avez un Macron qui, soi-disant, manque de respect à l'armée en répondant à De Villiers, c'est une mise en scène, parce qu'il est télécommandé, il est téléguidé, son cerveau est vide. Il se balade avec une oreillette enfoncée dans l'oreille pour savoir quoi répondre, par exemple, quand il a des plateaux de télé avec l'autre agent du système, Marine Le Pen. Bon, de quoi on parle? Une marionnette, je le répète, ou quelqu'un qui a réellement les pleins pouvoirs? Vous trouvez que c'est grave, vous, qui disent « je suis votre chef » ? Vous trouvez que c'est grave? C'est vrai, malheureusement. Ce qui est grave, c'est pas qu'ils le disent, c'est qu'ils le soient. Vous comprenez? Alors c'est sûr que ça leur fait pas plaisir de l'entendre formaliser à ce point, parce que ce qui les rabaisse, c'est pas que Macron dise « je suis votre chef », c'est que ce soit Macron qui le dise. Vous comprenez? Avec le profil qu'il a. C'est ça qui, en réalité, fait monter la tension au sein de la population militaire. Parce que moi, je fais une grosse distinction entre la population militaire à laquelle je m'assimile et cette élite manipulatrice, hein, avec des généraux en retraite, en actif, des officiers supérieurs, les hauts cadres de l'armée. Hein. C'est exactement ce qu'il faut voir aussi en ce qui concerne la population civile, où nous avons toujours cette élite au-dessus de nous, qui décide pour nous, qui se pose en élite, que ce soit au niveau administratif, politique, judiciaire, etc. Bon, donc je disais que ce qui a bien sûr fait monter la tension au sein des armées, de la population militaire, c'est de se faire rappeler de façon si formelle que c'est cette tapette, pardonnez-moi l'expression, j'en aurais une affiche de me faire traiter d'homophobe, cette tapette détraquée et psychopathe qui soit leur chef, évidemment. Et que ça leur soit rappelé donc de façon, pardon, si crue. Et quant au fond de l'incident lui-même, il s'est lui-même tiré une balle dans le pied, c'est même pas la peine de dire que c'est une déclaration de guerre, il fallait juste dire, mais il s'est tiré une balle dans le pied, le pauvre petit, en disant... il est indigne de développer sur la place publique des débats. C'était pas dans la place publique, c'était en huis clos, point à la ligne. Il suffisait de le moucher gentiment, il aurait été infiniment ridiculisé, un peu plus, si encore il peut être ridiculisé, cet individu. Et on en restait là, et tout le monde aurait bien rigolé, et il aurait juste été, ce qui aurait été pire en réalité si on lui voulait du mal. Vous comprenez? Non, là, on a mis en valeur Macron, à travers la montée en épingle de sa déclaration. Comme si ça avait été quelque chose de sérieux, de vraiment offensant et offensif. Mais que nenni, dirais-je, pour employer sa façon de parler, ou la façon de parler de sa bonne femme qui lui écrit ses textes avec Attali. Que nenni. Il n'y avait rien d'offensif, et ça a bien été monté en épingle. Et là où je vois bien clair dans le jeu, c'est qu'il y a eu très rapidement des interventions, donc, à la fois de généraux en retraite et d'agents du système au niveau politique, donc là, Marine Le Pen, par exemple, qui étaient exactement calés sur la même fréquence, hein, avec le même son de cloche, de nous dire que c'était quelque chose d'extrêmement grave, que c'était la rupture entre le chef de l'État et Macron, entre le chef de l'État et l'armée, pardon, et qu'on n'avait rien vu de plus grave depuis 1961. Allusion au putsch, au vrai faux putsch, je vais revenir dessus, c'est très important, de 1961. Il s'était engagé, le président de la République, à changer cela. Il a trahi cette promesse. Cette trahison est grave et elle a de graves répercussions. Emmanuel Macron a suscité une crise qui est une crise extrêmement sérieuse. Et il faut bien le dire, qu'on n'avait pas vu depuis des décennies dans notre République. Alors bien sûr, nombreuses réactions. On va écouter d'abord celle du général Vincent Desportes, ancien général de division de l'armée de terre française. Il est très remonté et parle de crise institutionnelle. On l'écoute, il était interrogé par Jamel Mazy tout à l'heure. Nous sommes devant une crise extrêmement grave.
Il faut se rappeler qu'il n'y a pas eu de tension politico-militaire à ce niveau depuis le 21 avril 1961, il y a plus d'un demi-siècle. C'était le putsch des généraux d'Alger. Voilà. Et là, on comprend, la lecture au deuxième degré, qu'on est en train de préparer l'opinion publique à l'arrivée d'un putsch, et que l'opinion publique est en train, attend en haleine cet événement libérateur de la France. On va nous libérer du Macron. J'ai relevé un autre détail qui est... j'ai pas réagi tout de suite. Il a été rapporté, donc, de cette entrevue en huis clos, de cette commission parlementaire en huis clos, que le De Villiers, il a dit « je vais pas me faire baiser comme ça ». Et bien cette phrase, elle a résonné un petit peu dans ma tête, et après j'ai compris ce que ça voulait dire. Je vais pas me faire baiser comme ça veut dire c'est une affaire personnelle. Et ça va avoir des suites. Et c'est quoi les suites? Parce qu'il est évident qu'il n'a pas le dernier mot, l'autre c'est le chef. Le Macron c'est le chef. Et lui dit je vais pas me faire baiser comme ça. Mais il sait très bien, De Villiers, forcément, comme les autres, même les autres généraux déjà en retraite avant lui, qui sont en train de faire de la com avec le plan, avec leur idéologie de désislamisation, il sait très bien ce à quoi il participe, et qu'il est, je ne sais pas à quel niveau après, il est acteur du putsch, mais là en tout cas, c'est lui qui nous l'amène. Lui le sait. Je ne vais pas me faire baiser, ça veut dire on ne va pas en rester là, ça veut dire je vais lui rentrer dans la gueule plus tard. Donc, coup monté de A à Z, ça a permis de mettre en scène la démission du général De Villiers, puisque c'est un peu ce que je reprochais à un autre général de retraite en 2015. Je disais, bon, c'est bien, c'est facile de venir ramener sa fraise quand on a assis toute sa carrière sur de la haute trahison envers le peuple français et envers la nation de France, et qu'on revient après, une fois qu'on a bien la retraite consommée, pour prétendre être un rebelle. Là, tiens, c'est marrant, on nous met en scène la démission en direct, comme s'il s'agissait d'un fait d'armes, d'un coup d'éclat de ce général De Villiers. Mise en scène. Si, moi, à sa place, ce qui est totalement impossible, bien sûr, parce que déjà, vous l'avez compris, je ne peux pas être à la place d'un traître à la nation qui a fait sa carrière en participant au complot contre la nation. Moi, j'ai démissionné de ma carrière de sous-officier dès que j'ai compris dans quoi j'étais mêlé, dans quoi j'étais trempé. Bon. Mais imaginons que je suis un demeuré mental, je n'ai rien compris à l'instrumentalisation de l'armée par Gladio et par le réseau occulte qui est au-dessus des chefs d'État. J'ai rien compris à tout ça. J'ai participé toute ma vie. J'arrive vraiment en fin de carrière. J'ai un contentieux avec le nouveau chef d'État qui me sort complètement par le nez en raison de son profil et de ses aspirations donc de Jupiter qui vient vous avez compris. Je vais démissionner, mais j'attends par contre, je suis très délicat par contre, j'attends que j'ai rendu mon dernier service, donc mon dernier service au chef d'État en question, me mettre à côté de lui, avec mon air bien pincé, au garde à vous lors du défilé du 14 juillet. Là encore, c'est une fausse note. Si réellement il y avait eu un clash, comme le dit la presse, donc une quinzaine de jours plus tard, si vraiment ça avait été un divorce consommé, eh bien c'est le 14 juillet, évidemment, que j'aurais fait ma révérence. Vous imaginez quel coup d'éclat, quel coup dans la gueule ça aurait été. C'est pas logique qu'il n'ait pas saisi l'occasion. Vous imaginez la déconfiture du pouvoir en place, la pression qu'il aurait réellement eue entre les mains, si vraiment son idée avait été de défendre le bout de gras pour la vie de ces hommes, beaucoup trop exposés donc, par cette rupture, par cette variable d'ajustement, pour reprendre les mots qui sonnent bien. Le coup de grâce que ça aurait été, le levier de pression que ça aurait été de dire ben moi je vous pète entre les pattes le jour du 14 juillet. Vous aurez vu le Macron tout seul là sur son char et sans personne derrière lui. Ça aurait été bien. Et là, ça aurait vraiment créé un incident fort. Mais ça n'était pas le but du jeu. Le but du jeu n'était pas de faire tomber la République, le but du jeu n'était pas d'arracher vraiment les masques aux uns aux autres, le but du jeu était d'une mise en scène pour
que le général de Villiers, qui en fin de compte pour moi est un collabo carriériste comme les autres, un serviteur non seulement de l'État mais des forces occultes en question, eh bien puisse apparaître comme un rebelle, comme un nouvel impétrant de cette grande farce qu'est la dissidence, par exemple. Parce que j'ai vu quelques réactions de gens faisant soi-disant partie plus ou moins de la dissidence ou de la cyber-résistance, hein, qui répètent les termes de la Marine Le Pen, que c'est un grand serviteur de l'État qui a été déshonoré par Macron. Non, c'est un grand serviteur de l'État, c'est un grand serviteur du pouvoir Illuminati, ce général de Villiers. Comme les autres, comme, à mon avis, comme toute la bande de généraux, qu'ils soient en retraite ou qu'ils soient d'actifs. Je veux bien croire que après la Seconde Guerre mondiale, on a eu des généraux qui vraiment étaient des héros et des gens intègres, type par exemple le général Massu. Mais ces temps-là sont révolus. Ces temps-là sont révolus parce que le système de cooptation par les sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, le Rose-Croix, l'Ordre de Malte, s'est largement développé pour assurer que ça ne soit que des agents de ce pouvoir occulte qui viennent prendre place au niveau des élites. Vous comprenez? Donc quand on parle des généraux, que ce soit des généraux en retraite ou des généraux d'active, il faut bien comprendre que nous parlons d'une élite. Il faut bien comprendre que cette élite, donc, n'est pas propre, que nous avons affaire à des vendus. Ils ont beau avoir des costumes très bien taillés, une bonne tête avec des beaux sourires et des bons discours, c'est exactement la même chose qu'au niveau de la politique. Nous avons la même chose en couleur. On est dupé par des apparences et par des belles phrases qui sonnent bien, ce serviteur de la nation, ce héros, parce qu'il porte un placard comme ça, s'il se penche en avant, il se casse la gueule. Oui, ben c'est comme les plus hautes distinctions de l'armée américaine. Vous savez, il y en a une, c'est carrément le pentagramme inversé. Je crois que c'est l'ordre du mérite, je ne sais plus quelle décoration américaine. Pour vous dire que c'est un peu comme la Légion d'honneur aussi. Les plus hautes distinctions sont maintenant attribuées aux pires saloperies, aux pires crapules. Hein. Donc moi, cette histoire de généraux rebelles qui se réunissent et qui se mettent en ordre, qui se mettent en marche pour venir sauver la France, je n'y crois absolument pas. Déjà parce que vous allez m'expliquer comment est-ce qu'ils peuvent être aussi demeurés. Oui, je reviens sur l'histoire de la désislamisation de la France. Je vais revenir dessus, je vais la répéter si on a un peu de temps. On prend par exemple l'autre, là, je n'ai pas son nom en tête, c'est pas grave, on mettra j'aimerais qu'on mette quelques extraits de ce discours de ce gars, et puis aussi de l'abbé qui l'accompagne, quand il parle de la désislamisation de la France. Eh bien, quand il vous explique qu'il faut donc fermer les mosquées salafistes, interdire le port du voile, le port de la burqa, qu'il faut faire la chasse aux sorcières à tous ceux qui sont en situation irrégulière, etc., ce que je disais tout à l'heure, je vous expliquais que ça, c'est très exactement ce qui va tout faire péter. Et un enfant de 10 ans le comprendrait. C'est-à-dire que vous expliquez à un enfant de 10 ans, voilà, tu sais mon petit, on est tous assis sur un terrain miné. Ce sont des charges qui sont mises en chaîne pyrotechnique, avec des capteurs de mouvement, des capteurs de mouvement d'air, etc., de vibration. Donc, tu pètes un peu trop fort et ça explose. Hein? Un enfant de 10 ans comprend. L'enfant de 10 ans, il ne va pas vous dire, ok, comment je vais faire? Eh ben, je vais foutre mes mains dedans et je vais jeter les explosifs par la fenêtre. Vous vous rendez compte que ce sont des hauts stratèges, des généraux en retraite qui vous expliquent, qui vont foutre leurs mains, enfin non, qui vont vous dire à vous de foutre votre main dans les paquets d'explosifs, de les arracher à tous les contacteurs et les jeter par la fenêtre. Parce que c'est très exactement ça qu'ils proposent. Vous comprenez la fumisterie? Désislamiser la France, ça veut dire déclencher les explosifs qui sont en chaîne pyrotechnique. Ça veut dire déclencher la guerre civile de religion. C'est déclarer la guerre à l'islam dans le monde entier. Avec derrière, pas seulement sur le niveau national, comme je vous l'ai dit, l'Algérie, et derrière l'Algérie, nous avons l'Iran, nous avons la Russie, nous avons la Chine, qui est une des armées les plus puissantes au monde à l'heure actuelle, etc. Nous avons donc quoi en filigrane? Le chaos terminal de la guerre mondiale de religion. Et ce sont donc ces généraux, avec leur tête sympathique, qui se font appeler mon général, ils sont tous à la retraite,
qui viennent vous apporter cette brillante stratégie pour répondre à ce qui serait pour eux le problème le plus préoccupant de la France. Ce combat que nous voulons mener doit reposer sur des arguments concrets et compréhensibles pour aboutir à des propositions de solutions réalisables, parce que c'est ça le fond du problème, parce qu'elles sont indispensables, et pour que les citoyens y adhèrent massivement et finissent par manifester ce qui doit être une conviction. Donc, nous sommes dans un état de droit. Il faut parvenir à inciter, favoriser, provoquer le départ de certains. Et il y a deux façons de provoquer. L'interdiction de l'abattage rituel des animaux. C'est la fermeture des abattoirs halal et l'éradication de cette pratique barbare, indigne d'un pays civilisé. C'est la fermeture de toutes les mosquées salafistes et de leurs écoles coraniques, où on enseigne dès le plus jeune âge la haine des non-musulmans. C'est également l'interdiction du port d'accoutrements vestimentaires qui sont marqués de façon ostentatoire pour afficher sa différence et son appartenance à l'islam. Et là, je parle de la burqa, je parle du qamis, je parle du voile. Je suis désolé. Et cette suite logique, c'est la soumission ou la révolte. Nous n'y sommes encore pas, mais nous en prenons tout de même le chemin. Si rien n'est fait, alors que dans la campagne électorale sur les présidentielles actuelles, le problème identitaire, le problème de l'immigration et le danger que représente l'islam, sujets qui devraient être aujourd'hui prioritaires, ne sont même pas évoqués. Au bout du compte, qu'est-ce qui est remis en cause? C'est tout simplement la légitimité de l'État et donc la France telle que nous la connaissons. Et plus on attend, plus ce sera difficile. Merci. Et il faudra choisir la soumission ou la révolte. Pour ma part, j'ai donné ma réponse à l'ancien Premier ministre. Je ne me soumettrai jamais. Mon prochain essai, dont vous avez là la couverture, qui sera disponible à partir de la semaine prochaine, que j'ai intitulé, avec une certaine provocation, « Quand la grande muette prendra la parole »,